Ok, alors on va reprendre. Donc là aussi, comme pour le déracinement ouvrier, j'ai réalisé les notes en avance pour faire en sorte de gagner en fluidité, en temps, en concision. Donc, sur le déracinement paysan, bon, la première chose que nous dit Veil, c'est tout simplement que c'est un problème de même gravité que pour le déracinement ouvrier, mais qu'il est moins avancé. Je tiens à préciser que ça, c'est son observation à son époque. Et que aujourd'hui, par rapport à l'actualité du texte, il est important de se questionner sur l'actualité du désenracinement, du déracinement paysan et ouvrier. De se demander, est-il ou non plus avancé, moins avancé? Est-ce que les choses ont changé en bien ou en mal? Alors évidemment, on va voir que, de toute façon, au vu de ce que nous dit Veil et au vu de ce qu'on peut percevoir de l'état actuel des choses, les choses ne se sont probablement pas améliorées. Mais on va continuer. Alors, il est moins avancé, mais pourtant il est de même gravité et on se doit d'en parler de la même manière qu'on parle aux ouvriers, qu'on parle du déracinement ouvrier. Il ne doit pas y avoir de différence de traitement et d'importance entre paysans et ouvriers. Pourquoi? Eh bien, premièrement parce que pour Veil, le paysan est une personne qui a un certain besoin d'attention, de reconnaissance, qu'il a été trop longtemps omis au sein du peuple, qui a souvent été beaucoup trop perçu comme étant uniquement et seulement ouvrier, en particulier par les intellectuels et en particulier par la gauche politique, ce qui amenait le paysan à être en conflit avec le domaine du politique, dû à une certaine forme d'oubli des intellectuels, voire même que cela créait une rivalité entre ouvriers et paysans, et que les paysans percevaient les ouvriers comme des privilégiés, car défendus par les dits intellectuels. Bon, ça devient de moins en moins lisible, malheureusement. À cela s'ajoute le fait que le paysan se retrouvait dans une situation où il se sentait out of it par rapport à la ville, par rapport à la vie urbaine, qu'il était jaloux de la ville. Et Veil nous dit à ce sujet qu'il s'agirait de faire en sorte que la personne paysanne se ressente à nouveau inite. Pour faire cela, Veil nous donne un exemple. Dans le paragraphe que je vais vous lire ici. On devrait se faire une règle de ne jamais promettre du nouveau et du mieux aux ouvriers sans en promettre autant aux paysans. La grande habileté du parti nazi avant 1933 a été de se présenter aux ouvriers comme un parti spécifiquement ouvrier, aux paysans comme un parti spécifiquement paysan, aux petits bourgeois comme un parti spécifiquement petit bourgeois, etc. Cela lui était facile car il mentait à tout le monde. Il faudra en faire autant, mais sans mentir à personne. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ainsi, pour résoudre ce conflit entre les paysans et les ouvriers et, on va dire, le monde politique, il s'agirait de proposer un parti qui ne ment pas, bien évidemment, mais qui se présente aux ouvriers comme un parti d'ouvriers, aux paysans comme un parti de paysans, aux bourgeois comme un parti de bourgeois. Bon, donc ça c'était sur la condition paysanne actuelle de Veil, comment elle les observait, comment elle les percevait, et maintenant on va pouvoir passer à concrètement comment se traduit le déracinement paysan. Eh bien, par quelque chose finalement d'assez simple, d'assez visible, d'assez concret, le dépeuplement des campagnes. L'exode rural, in fine. C'est ce qu'elle nous dit ici. Le déracinement paysan a été au cours des dernières années un danger aussi mortel pour le pays que le déracinement ouvrier. Un des symptômes les plus graves a été il y a 7 ou 8 ans, le dépeuplement des campagnes, se poursuivant en pleine crise de chômage. Il est évident que le dépeuplement des campagnes, à la limite, aboutit à la mort sociale. On peut dire qu'il n'ira pas jusque-là, mais on n'en sait rien.
Jusqu'ici, on n'aperçoit rien qui soit susceptible de l'arrêter. À cela, elle fait réflexion que ce dépeuplement des campagnes, ce déracinement paysan se propage partout, entre autres par le biais des Blancs. Je vais me permettre de mettre de la cité. L'une est que les Blancs le transportent partout où ils vont. La maladie a gagné même l'Afrique noire, qui pourtant était sans doute depuis des milliers d'années un continent fait de villages. Et ensuite, l'autre remarque à faire, c'est que les ressources, illimitées en apparence de l'État totalitaire, sont impuissantes contre ce mal. Il y a eu à ce sujet en Allemagne des aveux officiels, formels, maintes fois répétés, en un sens tant mieux, puisque cela donne une possibilité de faire mieux qu'eux. Donc, ce déracinement paysan, il se propage partout, et l'État totalitaire ne semble pas pouvoir répondre à cela, malgré ses ressources prétendument illimitées. D'accord. Donc, maintenant, comment résoudre? Comment répondre aux besoins d'enracinement? Comment se traduit-il au sein de la paysannerie? Eh bien, premièrement, par une soif de propriété. Le besoin d'enracinement chez les paysans a d'abord la forme de la soif de propriété. C'est vraiment une soif chez eux et une soif saine et naturelle. Cette fois-ci, vous avez remarqué, on passe de la nourriture, du besoin de manger, de la faim, à la soif. À la soif. Mais on est encore sur cette idée tout de même de besoin, de nourriture. On est sûr de les toucher en offrant des espérances dans ce sens. Et il n'y a aucune raison de ne pas le faire dès lors qu'on regarde comme sacré le besoin de propriété et non pas les titres juridiques qui déterminent les modalités de la propriété. Rien ne peut légitimer un droit de propriété d'un citadin sur une terre. Une mesure qui toucherait le cœur des paysans serait celle décidant de regarder la terre comme un moyen de travail et non comme une richesse dans la répartition des héritages. Ainsi, on ne verrait plus le spectacle scandaleux d'un paysan endetté tout au cours de sa vie envers un frère fonctionnaire qui travaille moins et gagne davantage. Voilà, donc là, il s'agit de la propriété du champ, du lieu de travail. Faire en sorte que la terre soit un moyen de travail et ne soit plus perçue comme une propriété d'ordre foncière. Ensuite, alors j'ai noté le voyage, mais on va y venir un peu plus tard, il y a aussi la notion de retraite. Éviter d'être dans une situation où la ville soit le seul lieu de retraite, où on offre une retraite, et de faire en sorte que les vieux paysans puissent accéder à la retraite. Bon, ça ce sont des observations d'ordre actuel, enfin d'ordre pas actuel justement, d'ordre de l'époque. Ensuite à cela, une autre source de déracinement du paysan, c'est la trop grande stabilité. Qui installerait en fait une monotonie au sein de la vie paysanne. Que nous dit-elle plus tard? Que nous dit-elle, pardon. Quelques années plus tard, cet enthousiasme enfantin est épuisé. Le métier est connu. Les forces physiques sont débordantes et dépassent de loin le travail à fournir. Et il n'y a rien d'autre à faire que ce qui a été fait tous les jours pendant plusieurs semaines. Il se met alors à passer la semaine à rêver de ce qu'il fera le dimanche. Dès ce moment, il est perdu. Ainsi, il faut éviter la monotonie. Il faut éviter le trop-plein de stabilité. Et comment y répondre? Eh bien, par le voyage, qui répondrait à la soif de nouveau. Là on voit, d'ailleurs, c'est intéressant, le paysan a soif. Le paysan a soif. Là où on parlait vraiment auparavant de faim, de nourriture, de se nourrir, de digérer, là, cette fois-ci, on est parti sur la soif. Il faudrait fournir un aliment à la soif de nouveau qui le saisit. Pour un jeune paysan, il n'y en a qu'un, le voyage. Il faudrait donner à tous les jeunes paysans la possibilité de voyager sans dépenser d'argent, en France et même à l'étranger, non pas dans les villes, mais dans les campagnes. Cela impliquerait l'organisation pour les paysans de quelque chose d'analogue autour de France. On pourrait y joindre des offres d'éducation et d'instruction, etc., etc. Donc là, ici, on est sur... Voilà, c'est intéressant. On voit bien ici l'idée quand même chez Veil que l'enracinement
le rapport aux racines n'est pas un processus d'enfermement, bien au contraire. Il y a bien cette notion de voyage ici qui est mise en place, que le paysan se doit de voyager, non pas pour découvrir les villes et d'être dans une situation de jalousie par rapport à la ville, d'admiration, d'écrasement, mais non, de découvrir les autres campagnes de France et d'ailleurs, et ainsi peut-être même de créer ce sentiment de communion paysanne au-delà des frontières. Ok. Un autre facteur de déracinement, c'est la caserne. Alors là, observation très de l'époque. La caserne a été un terrible facteur de déracinement pour les jeunes paysans. C'est à ce point que l'instruction militaire a eu finalement un effet contraire à son but. Les jeunes gens avaient appris l'exercice, mais étaient moins préparés à se battre qu'avant de l'apprendre, car quiconque sortait de la caserne en sortait antimilitariste. De plus, le contact entre jeunes paysans et jeunes ouvriers au service militaire n'est pas du tout désirable, les seconds cherchant à épater les premiers, et cela fait du mal aux uns et aux autres. Ainsi, la caserne produisait aussi une rivalité ouvrier-paysan qui était déjà quelque chose que soulevait Weil auparavant. Ensuite, alors, il y a un point que soulève Weil après cela, c'est la question de la prostitution, comme déracinement. On s'éloigne donc de la question paysanne, ici. Donc, on mettra cela entre parenthèses, entre crochets. Et on va reprendre sur, cette fois-ci, la culture paysanne comme solution au désenracinement. Comme pour la culture ouvrière, du coup. Le problème de la culture de l'esprit se pose pour les paysans comme pour les ouvriers. À eux aussi, il faut une traduction qui leur soit propre. Elle ne doit pas être celle des ouvriers. Donc, même problème que pour les ouvriers, il faut une culture qui leur soit spécifique, mais il faut qu'elle soit différente. Il faut bien qu'il y ait une différence entre cette culture paysanne et ouvrière, et que la traduction, qui traduisait la culture en sensibilité ouvrière, cette fois-ci traduise en sensibilité paysanne. Alors, de même que pour les ouvriers, Weil va du coup nous donner des exemples, des œuvres qui iraient dans le sens d'une sensibilité paysanne. Inversement aussi, pour la science, où elle va présenter, par exemple, pour les ouvriers, il est naturel que tout soit dominé par la mécanique. Pour les paysans, tout devrait avoir pour centre le merveilleux circuit par lequel l'énergie solaire, descendue dans les plantes, fixée par la chlorophylle, etc., etc. Tout ce qui se rapporte à la science peut être disposé autour de ce circuit, car la notion d'énergie est au centre de tout. La pensée de ce circuit, si elle pénétrait dans l'esprit des paysans, envelopperait le travail de poésie. Voilà, donc il y a vraiment cette idée que l'enseignement scientifique, comme culture ouvrière et comme culture paysanne, se doit de s'adapter au travail. Que la culture se doit d'être au service du vécu du travailleur, paysan comme ouvrier. Et que du coup, ça produise des cultures différentes, spécifiques, l'une à l'autre. Qu'il y ait un travail de traduction, mais qui ne va pas dans la même sensibilité. Je notais évidemment une notion très importante, c'était d'éviter le mépris au sein de l'instruction, de la transmission de cette culture paysanne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, je vais vous lire l'extrait suivant. C'est la mentalité coloniale, à un degré seulement moins aigu,
Et comme il arrive qu'un indigène des colonies, frotté d'un peu d'instruction européenne, méprise son peuple plus que ne ferait un Européen cultivé, il en est souvent de même pour un instituteur fils de paysan. Ainsi, la culture telle qu'elle est apprise aujourd'hui amène au mépris des cultivés issus de ce milieu-là. Le paysan qui s'élève, en tant qu'instituteur par exemple, se révèle méprisant envers sa condition initiale, comme l'indigène qui, recevant la culture européenne, méprise son peuple. À cela, pour éviter ce mépris, deux conditions. La première, c'est que le métier d'instituteur rural soit quelque chose de distinct, de spécifique, dont la formation soit non seulement partiellement, mais totalement autre que celle d'un instituteur des villes. Il est absurde au plus haut point de fabriquer dans un même moule des instituteurs pour Belleville ou pour un petit village. C'est une des nombreuses absurdités d'une époque dont le caractère dominant est la bêtise. D'accord. Donc ici, pour éviter le mépris, spécifier la formation des instituteurs en fonction de là où ils se trouvent. On retrouve un peu cette même idée de culture paysanne de culture paysanne et ouvrière, cette idée de spécialisation, de spécification, de spécificité. Voilà. La deuxième condition est que les instituteurs ruraux connaissent les paysans et ne les méprisent pas, ce qu'on n'obtiendra pas seulement en les recrutant dans la paysannerie. Il faudra donner une très large part dans l'enseignement qu'on leur fournit au folklore de tous les pays. Présenter non comme un objet de curiosité, mais comme une grande chose. Leur parler de la part qu'ont eu les bergers dans les premières spéculations de la pensée humaine, celle sur les astres, etc. etc. Je vais pas continuer la liste car ici elle est longue. Mais ici, il s'agit bien, du coup, qu'il n'y ait pas de mépris de la part des instituteurs, qu'ils connaissent le monde paysan et que même ils se servent du monde paysan dans le cadre de leur enseignement dédié, du coup, aux paysans. D'accord, donc, on doit éviter le mépris, très important, pour justement permettre la transmission et la formation de cette culture paysanne. Ensuite arrive le problème de la laïcité. Oh. Les polémiques autour de la laïcité ont été une des principales sources d'empoisonnement de la vie paysanne en France. Malheureusement, elles ne sont pas près de finir. Il est impossible d'éviter de prendre position sur ce problème, et il semble d'abord presque impossible d'en trouver une qui ne soit pas très mauvaise. Intéressant ça. Sur notre rapport à l'actualité. Le fait qu'il semble que les polémiques autour de la laïcité ne terminent jamais, never ending. Il est certain que la neutralité est un mensonge. Le système laïque n'est pas neutre. Il communique aux enfants une philosophie qui est d'une part très supérieure à la religion, genre Saint-Sulpice, d'autre part très inférieure au christianisme authentique. Mais celui-ci aujourd'hui est très rare. Beaucoup d'instituteurs portent à cette philosophie un attachement d'une ferveur religieuse. La liberté de l'enseignement n'est pas une solution. Le mot est vide de sens. La formation spirituelle d'un enfant n'appartient à personne, ni à l'enfant, puisqu'il n'est pas en mesure d'en disposer, ni aux parents, ni à l'État. Ok. Donc la première chose, déjà, pour Veil, la laïcité n'est pas neutre. Elle n'est pas la neutralité. Ensuite, elle est en fait une philosophie, voire même carrément une religion. Car il est mentionné l'attachement d'une ferveur religieuse. Et que donc, elle n'est nullement neutre. Elle n'est nullement neutre. Et qu'il n'y a pas, et qu'en fait, la liberté de l'enseignement n'est pas une solution. Que la formation spirituelle d'un individu n'appartient finalement ni à d'un individu enfant, mais n'appartient ni à l'enfant, ni aux parents, ni à l'État. Il y est dit ici, ensuite, que c'est aux prêtres, en fait aux religieux, d'apporter ce message-là, d'apporter sa religion. Bon, soit.
pour répondre à cette problématique, que nous dit Weil ? La seule attitude à la fois légitime et pratiquement possible que puisse avoir en France l'enseignement public à l'égard du christianisme consiste à le regarder comme un trésor de la pensée humaine parmi tant d'autres. Il est absurde au plus haut point qu'un bachelier français ait pris connaissance des poèmes du Moyen-Âge, de Polyeucte, d'Athalie, de Phèdre, de Pascal, de Lamartine, de doctrines philosophiques imprégnées de christianisme comme celles de Descartes et de Kant, de la Divine Comédie ou du Paradise Lost, et qui n'ait jamais ouvert la Bible. Il n'y aurait qu'à dire aux futurs instituteurs et aux futurs professeurs, la religion a eu de tout temps et en tout pays, sauf tout récemment en quelques endroits de l'Europe, un rôle dominant dans le développement de la culture, de la pensée, de la civilisation humaine. Une instruction dans laquelle il n'est jamais question de religion est une absurdité. D'autre part, de même qu'en histoire on parle beaucoup de la France aux petits Français, il est naturel qu'étant en Europe, si on parle de religion, il s'agisse avant tout de christianisme. Ok, donc là, on propose ici, pour résoudre, entre autres, au sein de l'enseignement, parce qu'on est toujours dans le cadre de l'enseignement, et pour aller au-delà de la laïcité, d'enseigner la religion, d'aborder le sujet de la religion, de la présenter, en particulier le christianisme, étant donné que nous sommes en Europe et que donc il y a prédominance historique du christianisme par rapport aux autres religions, mais tout de même d'en parler parmi d'autres, de ne pas les ignorer, que tout cela appartient au trésor de l'humanité. Si une telle solution était appliquée, la religion cesserait peu à peu, il faut l'espérer, d'être une chose pour ou contre laquelle on prend parti, de la même manière qu'on prend parti en politique. Ainsi s'aboliraient les deux camps, le camp de l'instituteur et le camp du curé, qui mettent une sorte de guerre civile latente dans tant de villages français. Le contact avec la beauté chrétienne, présentée simplement comme une beauté à savourer, imprégnerait insensiblement de spiritualité la masse du pays, si toutefois le pays en est capable, bien plus efficacement qu'aucun enseignement dogmatique des croyances religieuses. Par rapport à ce mot de beauté que Weil utilise, il n'implique nullement qu'il faille considérer les choses religieuses de la manière des esthètes. Alors, la beauté est quelque chose qui se mange, c'est une nourriture. Si on offrait au peuple la beauté chrétienne simplement à titre de beauté, ce devrait être comme une beauté qui nourrit. Ok. Donc, ici, l'un des problèmes aussi du monde paysan, c'est la confrontation instituteur-curé qui amène à une césure, une guerre civile dans le monde paysan. Et pour résoudre cela, nous propose Weil, il s'agit d'enseigner, de présenter le monde religieux, la religion, comme une beauté. Une beauté qui se mange, c'est une nourriture. On retrouve ici l'idée importante de nourriture, mais il ne s'agit pas de présenter la religion comme un dogme, de ne pas en faire un enseignement dogmatique, mais d'en faire une beauté, une nourriture. Ok. Elle nous donne un exemple de cela. Dans l'école rurale, la lecture attentive, souvent répétée, souvent commentée, toujours reprise des textes du Nouveau Testament, où il est question de la vie rurale, pourrait faire beaucoup pour rendre à la vie des champs la poésie perdue. La poésie perdue. Si d'une part toute la vie spirituelle de l'âme, d'autre part toutes les connaissances scientifiques concernant l'univers matériel sont orientées vers l'acte du travail, le travail tient sa juste place dans la pensée d'un homme. Au lieu d'être une espèce de prison, il est un contact avec ce monde et l'autre.
Ok, donc là on voit bien, hein. On voit bien se dessiner en fait la réponse véritable au déracinement. Comment répondre à tout cela? Comment répondre en fait à tous les besoins de l'âme? C'est ce que j'ai noté ici, une spiritualité du travail, un monde culturel, spirituel, intellectuel qui soit tourné autour du travail, de l'individu, de l'être humain. On va y revenir, mais on va se permettre de continuer. La tâche de l'école populaire est de donner au travail davantage de dignité en y infusant de la pensée et non pas de faire un travailleur une chose à compartiment qui tantôt travaille et tantôt pense. Il s'agit en fait de faire en sorte que le travail, perçu comme une prison, devienne une source de liberté. Alors, quel type de prison? Quel type de liberté? Veil nous donne un exemple. L'objet de l'attention n'est pas tout le contenu de la pensée. Une jeune femme heureuse, enceinte pour la première fois, qui coud une layette, pense à coudre comme il faut. Mais elle n'oublie pas un instant l'enfant qu'elle porte en elle. Au même moment, quelque part dans un atelier de prison, une condamnée coud en pensant aussi à coudre comme il faut, car elle craint d'être punie. On pourrait imaginer que les deux femmes font au même instant le même ouvrage et ont l'attention occupée par la même difficulté technique. Il n'y a pas moins un abîme de différence entre l'un et l'autre travail. Tout le problème social consiste à faire passer les travailleurs de l'une à l'autre de ces deux situations. Ce qu'il faudrait, c'est que ce monde et l'autre, dans leur double beauté, soient présents et associés à l'acte du travail, comme l'enfant qui va naître à la fabrication de la layette. Ok. Donc là, il s'agit de faire jonction entre à la fois tous les savoirs que nous possédons du monde matériel, ainsi que tous les enseignements du monde spirituel et moral, de les joindre dans notre travail, dans notre activité ouvrière ou paysanne. Et là, on va pouvoir commencer à parler de spiritualité du travail. Allons-y. Notre époque a pour mission propre, pour vocation, la constitution d'une civilisation fondée sur la spiritualité du travail. Les pensées qui se rapportent au pressentiment de cette vocation et qui sont éparses chez Rousseau, George Sand, Tolstoï, Proudhon, Marx, dans les encycliques des papes et ailleurs, sont les seules pensées originales de notre temps. Les seules que nous n'avons pas empruntées aux Grecs. Car, comme vous avez pu le remarquer, Veil porte en haute estime la pensée grecque, la philosophie grecque. Et donc, il s'agit ici, pour répondre au désenracinement, à faire en sorte de mettre en place une spiritualité du travail. Cette vocation est la seule chose assez grande pour la proposer au peuple au lieu de l'idole totalitaire. Si on ne la propose pas de manière à en faire sentir la grandeur, ils resteront sous l'emprise de l'idole. Si on donne à choisir aux hommes entre le beurre et les canons, bien qu'ils préfèrent et de très loin le beurre, une fatalité mystérieuse les contraint malgré eux à choisir les canons. Le beurre manque par trop de poésie. À cette notion de grandeur, Veil nous dit encore une chose. Les populations malheureuses du continent européen ont besoin de grandeur encore plus que de pain. Et il n'y a que deux espèces de grandeur. La grandeur authentique, qui est d'ordre spirituel, et le vieux mensonge de la conquête du monde. La conquête et l'ersatz de la grandeur. Ainsi, on se retrouve dans une dualité, non, plus qu'une dualité, dans un affrontement entre d'un côté ce besoin de grandeur qui ne peut se répondre que de deux manières, la spiritualité du travail, c'est-à-dire une mise en avant, un monde tourné vers le travail, autant d'un point de vue intellectuel, moral, culturel que politique, et que à cela, le grand rival est en fait en tant que grandeur,
c'est la conquête du monde. Autrement dit, il y a d'un côté une volonté de mettre en avant une forme d'intériorité, en relation avec l'extérieur, bien sûr, bien évidemment, et de l'autre côté, une volonté de s'étendre, d'attaquer l'extérieur en imposant une forme d'intériorité qui est de plus en plus vidée, de plus en plus désenracinée. Et ça, ce sont les deux grandeurs auxquelles les populations européennes sont tentées. Et à l'heure actuelle, au moment où Weil écrit Céline, c'est évidemment la grandeur de la conquête du monde qui a été choisie par l'Allemagne, mais en fait par toute l'Europe. Voire même par tout l'Occident. Et nous allons terminer, c'est une partie un peu longue, mais elle est très importante. Ok. Mais cette pensée n'aurait pas besoin d'être lancée avec fracas pour imprégner peu à peu les esprits, parce qu'elle répond aux inquiétudes de tous dans le moment présent. Tout le monde répète avec des termes légèrement différents que nous souffrons d'un déséquilibre dû à un développement purement matériel de la technique. Le déséquilibre ne peut être réparé que par un développement spirituel dans le même domaine, c'est-à-dire dans le domaine du travail. La seule difficulté, c'est la méfiance douloureuse et malheureusement trop légitime des masses qui regardent toute formule un peu élevée comme un piège dressé pour les duper. Une civilisation constituée par une spiritualité du travail serait le plus haut degré d'enracinement de l'homme dans l'univers, par suite l'opposé de l'état où nous sommes, qui consiste en un déracinement presque total. Elle est ainsi, par nature, l'aspiration qui correspond à notre souffrance. Ok. Et là, quelque part, on pourrait s'arrêter là. Parce qu'en réalité, tout ce qui va suivre au sein du texte de Weil, il y a une partie suivante qui va être le rapport entre déracinement et nation, que nous allons apporter, car il y a beaucoup de choses à en dire. Mais, pour ceux qui veulent savoir comment résoudre le problème du déracinement et comment s'enraciner, eh bien, la réponse, c'est la spiritualité du travail. C'est la mise en avant d'une spiritualité du travail au sein du monde ouvrier et du monde paysan. Et essayer de faire en sorte que l'adversaire, la conquête du monde, la volonté de conquête, soit affaiblie, soit vaincue. Que parmi les deux grandeurs, ce soit la spiritualité du travail qui soit choisie et non pas celle de la conquête. Et justement, ça c'est un point qui sera abordé dans la partie sur le déracinement et la nation. Le rapport à la nation, le rapport à la patrie. Voilà. Donc on va s'arrêter là, c'est une partie très longue déjà, mais qui je pense, pour le coup, en termes de durée et de sujets abordés, méritait tout ce temps.